Casserole, saison 2, épisode 1. Binge Audio. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Casserole, passe à table. Ici, on va parler 2 fois par mois de bouffe, de cuisine, de gastronomie. Choisissez le terme que vous voulez. L'idée, en tout cas, est de discuter à table de sujets qui nous travaillent tous, nous, passionnés de la bouffe ou simples mortels obligés de se sustenter 3 fois par jour. On se posera donc des questions comme la street food française existe-t-elle ? Quel est le meilleur alcool pour être ivre ? Faut-il encore manger du poisson ? La presse gastronomique est-elle restée bloquée en 1970 ? Ou encore, le Beaujolais nouveau est-il vraiment dégueulasse ? Aujourd'hui, on va se demander s'il existe des vraies recettes de cuisine, une façon de s'interroger sur les identités culinaires. Doit-on s'indigner ou non de mettre de la crème dans la carbonara ou des pommes de terre dans le pain bagna ? Pourquoi cela cristallise-t-il autant de réactions ? Et d'un autre côté, est-ce de l'appropriation culturelle de piquer les plats des autres et de les malmener ? Pour répondre à ces vastes questions, on va discuter avec Tommaso Melilli. Alors Tommaso Melilli, italien écrivant en France, lettré ombrageux et drôle, camouflé en chef hipster et à 27 ans, le surrang des restaurants, le coup de dérat des bons petits plats. Voilà, ça c'est la description qu'il y a au dos du livre qui publie chez Nourriture Fu. Salut Tommaso. Salut Zazie. On va aussi parler avec Gilles Cousin, qui est journaliste et qui vient tout droit de la ferme pour nous ramener des tomates. Salut Gilles. Salut Zazie. Et enfin avec Céline Maguet, qui sera un peu notre spécialiste vin et qui nous a ramené à boire aujourd'hui. Alors, salut Céline. Bonjour Zazie. Alors voilà, maintenant qu'on a fait des présentations, on va pouvoir commencer. Et moi, je vous propose de commencer avec le vin. Parce que je trouve qu'on voit toujours le vin à la fin des émissions culinaires et c'est con en fait, parce que je veux dire, quand on commence un repas, on commence par le vin, non ? Comme ça, on va commencer par boire. Il est 11h du matin ici. Bon, je l'ai ouvert avant cette bouteille, donc vous n'aurez pas la possibilité d'entendre le plop. En revanche, on va pouvoir entendre... Ah, quoique. On va pouvoir entendre les verres qui se remplissent. Et c'est une petite bouteille qui est cachée avec un magnifique pull. Elle a un pull avec des bras. Petit pull tricoté pas par mes soins, mais qui permet de cacher un peu ce qu'on va boire et vous laisser un peu deviner, pour pas vous influencer. Pardon, c'est un peu cérémonieux. Mais... Donc, je vais un peu vous laisser déguster et raconter un peu ce qu'on voit dans le verre, parce que c'est grâce de la radio. Ah, on sait tout de suite ce que c'est. Hein. Au premier nez. Dans le verre, il y a quand même une jolie couleur, Tommaso. La couleur pourquoi la couleur, je dois dire, moi ? Oui, c'est jaune. C'est quoi la couleur ? C'est jaune ambré, pas si ambré que ça, mais quand même un jaune. Ouais. Et au niveau du nez, Gilles, ça t'évoque quoi ? Attention, le crash test. Non, mais après, je suis là pour raconter un peu. Un peu les vents oxydatifs, non ? Ouais, il y a un côté un peu noix au nez. Et donc, peut-être que ça vous... Tout de suite, en goûtant, ça va vous rappeler une région. Je veux juste la région, hein, je vous demande pas... Voilà. Envie de dire Jura ? Jura ? J'ai l'impression que c'est trop simple. Moi, je réponds pas parce que comme j'ai déjà la réponse, j'ai pas envie de vous aider. Donc... Alors, c'est nous deux, en fait. Ouais, c'est nous deux. Ok, super. Puis moi, je suis une bouse, puis toi, tu fumes trop, donc voilà. c'est la fine équipe. Bon, vas-y Céline, romps le mystère. Dis-nous. Bon, donc en effet, quand on le goûte, on pense à un vin du Jura. On pense pour être précis, on pense à un vin de voile ou un vin jaune, donc la couleur jaune doré. Et voilà, donc vous connaissez un peu les vins de voile ? Bah non, tu vas nous dire ce que c'est ? Alors le vin de voile, en fait, c'est une tradition qui nous vient du Jura. Et c'est fait avec le grand cépage de la région, qui est le savagnin. En fait, c'est un vin qu'on a laissé vieillir en fût, bien tranquillement dans sa cave pendant au moins 5 ans. Et en fait, pour comprendre le goût si caractéristique de la noix, il faut le comparer avec l'élevage d'un vin classique. Donc un vin classique, le vigneron va le laisser en cave et dès qu'il s'évapore, il va compléter la barrique de façon à ne pas laisser l'oxygène s'installer et oxyder le vin. Vous savez, oxyder, c'est ce goût quand vous laissez une bouteille ouverte pendant 3 jours. C'est ça, ce goût oxydé. Donc ça va s'appeler louillage. Le fait de rajouter du vin de façon à ce que la barrique soit toujours pleine. À l'inverse, le vin de voile, dans le Jura, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser s'installer l'oxygène. Ils ne vont pas houiller, ils vont laisser la part des anges. C'est une façon très poétique de dire c'est cette part qui s'évapore. Et en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe dans la barrique. Il y a des bactéries et des levures oxydantes qui sont avides d'oxygène et qui vont s'installer à la surface du vin, donc au plus proche de l'oxygène, et vont créer un voile.
Donc elles sont là, entre copines, bien installées, elles créent ce voile. Et ce voile, c'est un voile protecteur qui va permettre à l'oxygène de ne pas s'installer trop fort et de ne pas modifier le vin de manière trop forte. Donc ça va permettre, parce qu'il y a une nuance très subtile entre oxydé et oxydatif. Oxydé, c'est trop d'oxygène et ça va donner un vin imbuvable. Oxydatif, ça peut donner un très très grand vin et c'est de l'oxygène, l'apport d'oxygène est contrôlé. Voilà. Et donc ce vin-là, on le trouve que dans le Jura. C'est genre une technique qui est faite que dans le Jura. Eh bien non. Parce qu'en fait, le vin que vous êtes en train de boire, c'est pas un vin du Jura. Oh. Révélation. À mon avis, on est en Loire. On est en Loire. C'est un chenin. C'est un chenin fait par Jean-François Chenet. Donc là, tu lui enlèves sa petite chemise. Voilà, il a perdu son petit pull tricoté. Donc on est en Anjou, pour être précis. C'est Jean-François Chenet, il fait des vins de voile pour rendre hommage aux vins jurassiens. Donc avec le chenin, qui est le grand cépage de Loire. Jean-François Chenet, il n'est pas seul à faire ses vins de voile, à s'inspirer des vins du Jura. Il y a aussi le domaine Plageol dans le sud-ouest ou Fred Gounand en Auvergne. D'ailleurs, Fred Gounand, en fait, il s'est mis à faire un vin de voile, officiellement parce qu'il adore les vins oxydatifs. C'est comme ça qu'on caractérise un peu le vin de voile. Officieusement, un jour, il est descendu dans sa cave et il est tombé sur un fût qu'il avait oublié, un fût qu'il utilisait pour rouiller. Il l'avait oublié pendant 2 ans quand même. Et il goûte, et puis en fait, il se rend compte qu'il y a une vraie promesse. Il y a un côté oxydatif, il le sent en bouche, il est déjà présent. Et donc, il s'est lancé là-dedans. Et ça fait maintenant 5 ans qu'il surveille patiemment son vin de voile fait avec du Sauvignon et du Pinot Gris. Et du coup, c'est un peu étonnant parce que tu aurais tendance à te dire que quand tu le bois, il y a directement le Jura qui te vient en tête. En fait, tu peux faire des très bons vins de voile un peu partout en France. Alors oui, le vin de voile, c'est pas le monopole du Jura. Mais en fait, tout le monde ne peut pas le faire. Il y en a même qui se sont cassés les dents en essayant parce que le voile ne s'est jamais formé. Pourquoi, en fait ? Parce que passons l'imaginaire de seules les levures du Jura pourront permettre à ce voile de se former. Il y a en fait des conditions précises à remplir. Il faut surtout un cépage qui est fort en alcool. Il faut un cépage qui fermente bien et qui soit assez aromatique. Un peu pupute, quoi. Un Gewürztraminer, un Sauvignon. Cépage un peu pupute, on revient. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas assez d'alcool, il y a un grand risque que le vin tourne au vinaigre. Et si le vin n'a pas bien fermenté, c'est-à-dire qu'il reste des sucres, parce que la fermentation alcoolique, c'est la transformation des sucres du raisin en alcool. J'espère n'avoir perdu personne. Eh bien, les levures et bactéries qui sont à l'origine du voile, elles n'auront pas à manger. Elles se trouveront devant un frigo vide et elles n'auront pas la force de créer le voile protecteur. Alors, du coup, quand on boit ce vin, et quand on le sent, on a vraiment l'impression que c'est un vin du Jura. Et qu'est-ce qui le distingue ? En fait, c'est une question qui me turlupine aussi parce que c'est une technique qui nous fait tellement penser à une région tout de suite et qui va marquer le vin énormément. Donc, si on prend cette technique, en effet, on rend hommage au Jura, mais cette technique-là aura tendance à faire disparaître les spécificités de la région. Un chenin sous voile en Loire, un Sauvignon sous voile en Auvergne, un Gewürztraminer sous voile en Alsace, donc que des cépages de chacune de ces régions. Eh bien, qu'est-ce qui va le distinguer d'un savagnin sous voile, en fait ? Tu veux dire que la technique fait un peu oublier le cépage ? À mon avis, il faut avoir un palais très, très entraîné pour deviner le cépage qui se cache derrière la technique. Et du coup, moi, je me demande, les vignerons du Jura, est-ce que c'est mal vu ? Enfin, tu vois, est-ce que c'est mal vu dans la profession, par exemple, pour un vigneron de se dire qu'il s'attaque à des techniques qui ne sont pas les siennes, culturellement, Est-ce qu'il y a un espèce de conservatisme de la part de certains vignerons où quand tu fais ce genre de choses, c'est quand même un peu osé, quoi. En fait, là, on parle des vins, des vignerons nature et il y a quand même une espèce d'entraide et de solidarité. Et aussi, on laisse la place à l'expérimentation. Donc, c'est plutôt bien perçu. D'ailleurs, Fred Gounand, donc en Auvergne, le fût, il l'a acheté à un grand domaine jurassien nature. Donc, on est vraiment sur de l'échange d'informations plutôt que sur une condamnation, quoi. Et tu veux dire, pour certains vignerons conventionnels, par contre, ça pourrait être quelque chose de mal perçu. Eh bien, il faudrait que je leur demande pour la prochaine émission. Tu connais pas de vignerons conventionnels, toi, t'es 100% nature. Il faudrait que j'en rencontre plus, en effet, pour être moins ayatollah. En parlant des fausses vraies recettes, moi je voulais commencer, Tommaso, dans ton bouquin, tu commences avec l'histoire de la carbonara. Tu racontes cette histoire d'un scandale qui a fait quand même trembler la France et l'Italie. C'est celle des pâtes carbonara, une vidéo de pâtes carbonara dans laquelle on rajoutait de la crème fraîche.
Pas que, malheureusement. Qu'est-ce qu'on mettait d'autre dedans alors? Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était, je crois, il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. C'était une vidéo du démotivateur qui avait été particulièrement scandaleuse en plus parce qu'il y avait dans un petit onglet de la vidéo, il y avait une sponsorisation de Barilla. Et du coup, c'était ça qui avait particulièrement énervé la... Je savais pas ce détail. Ouais. Et en gros, c'était la période où il y avait où on voyait tout le temps et tous les jours des vidéos de pâtes et pas que des pâtes, mais de recettes one pot, donc qui se font dans une même casserole et avec l'usage d'une même casserole. Et du coup, c'était tout une grosse marmite avec des pâtes, de la crème, du poulet, des lardons. Du poulet et des lardons. Du poulet et des lardons, oui. Des lardons bouillis, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et, des lardons bouillis, c'est vrai. Ouais. C'est un peu dur. Et puis, rajouter un jaune d'œuf à la fin en mélangeant le truc. Il y avait des champignons, si je ne me trompe pas. Mais bon, j'ai du mal à la revoir, donc j'essaie d'éviter. Ça a été un traumatisme pour toi? Non, ça a été un traumatisme, et surtout, ça a révélé pas mal de choses. D'une part, il y a eu tout un tas de gens d'Italiens, enfin en Italie, sur les réseaux sociaux et dans la presse, qui ont commencé à dire non, mais ça, ce truc, c'est le tas islamique de la cuisine. Mais ça avait pris une telle ampleur que pas mal de commentateurs, même aux États-Unis, je me rappelle d'un article d'Adam Gopnik, qui est le plus grand critique gastronomique du New Yorker, et qui avait ramené la chose à quelque chose de plus essentiel, enfin de plus haut que le scandale du jour. Et il avait dit, malheureusement pour les Italiens, mais heureusement pour tous les autres, les pâtes n'appartiennent plus, comme la pizza, comme c'est le cas pour la pizza depuis un moment, les pâtes n'appartiennent plus qu'aux Italiens. Et donc, on peut se les approprier. On peut les approprier. Les Italiens seront toujours très bons à faire des pâtes, mais en même temps, on n'est pas forcément obligé de passer 40 minutes pour faire mijoter une sauce tomate et la faire réduire, comme les grands-mères d'Italie du Sud estiment qu'il faut faire, et comme nous les Italiens, comme les Italiens qui sont un peuple très traditionnel et très conservateur, estiment toujours qu'il faut continuer à faire parce qu'on ne met pas en discussion certaines règles essentielles. Après, moi, dans les Pouilles, j'ai quand même vu des pizzas aux frites faites par des Italiens. Oui, mais parce qu'on est aussi un peu bof, quoi. Voilà, il y a un peu de tout. Non, mais c'est toujours mon modèle quand... on est sauvage. Voilà, les Italiens me disent c'est pas comme ça la pizza. Je suis oui, mais vous êtes aussi un peuple qui a inventé la pizza aux frites. Donc. Oui, mais ça, c'est le problème. C'est que dès qu'on essaye de faire du nouveau et de faire dès qu'on essaie de se rapprocher de la modernité, généralement, c'est une catastrophe absolue. Mais voilà. Et c'est pour ça que davantage qu'on estime que c'est particulièrement important de se tenir aux choses telles quelles. Mais justement, moi j'ai été voir quelques vidéos sur Internet, et j'avoue que j'ai une petite passion pour regarder les vidéos YouTube de recettes hyper ringardes et tout, je sais pas pourquoi. C'est comme aller voir Doctissimo. Et du coup, je vous ai fait une petite compile des différentes recettes de carbonara. La plus célèbre des sauces de pâtes à l'italienne. La sauce carbonara. Alors vous allez voir, on va un peu la franciser. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens qui vont regarder la recette parce que sinon ils vont hurler. Bonjour, par cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer des pâtes à la sauce carbonara. Pour commencer, il vous faut le jaune d'un œuf, du sel, du poivre, 20 centilitres de crème fraîche épaisse. Il vous faudra du sel, du poivre, un oignon, 150 g de lardons allumettes, du beurre, du vin blanc, 2 jaunes d'œufs et de la crème épaisse. Un classique des pâtes, mais à réaliser de manière originale, des penne à la carbonara avec votre micro-ondes Whirlpool. C'est la meilleure avec le micro-ondes quand même, elle est pas mal. Whirlpool. Mais alors ce qui est marrant, c'est que sous ces vidéos, alors effectivement, moi j'ai aussi un côté un peu snob, disons que je vois ces vidéos avec du paprika et tout, je me dis pas du tout ça la recette, etc. Mais il y a quand même des commentaires de gens ultra violents. J'en ai pris quelques-uns et alors, je vais vous en lire. Cette recette est une insulte à l'Italie et plus largement à la cuisine. En majuscule, il n'y a pas de crème fraîche dans la sauce carbonara. Vous avez vu des vaches laitières en Italie, vous? Bon, ça, je trouve ça un peu bizarre, parce que je pensais qu'il y avait des vaches laitières en Italie. Et puis, ce commentaire magnifique en italien que je peux te laisser lire, Tommaso, parce que tu as sans doute un accent meilleur que le mien. Sai dove ti devi mettere la baguette, ignorante e bestia.
Bon, on la traduit, non? Ouais, vas-y. Bon, le monsieur, tel Andrea Dal Pozzo, tu le cites en plus, propose un emplacement pour un produit phare de la gastronomie française, à savoir la baguette. Il propose de le poser dans un lieu spécifique que vous pourriez aisément deviner. De notre anatomie. De notre anatomie, oui, voilà. oui, de notre anatomie. D'accord. Et voilà. Mais il y a aussi cette histoire de recette originelle, comme si souvent les personnes disent ce n'est pas la vraie recette et tout, comme s'ils détenaient la recette originelle. Et toi, tu racontes bien avec la carbonara, par exemple, qu'en fait, c'était un plat pour les d'ouvriers romains alcooliques avec le palais défoncé par la clope des années 50. Toute la cuisine romaine est faite comme ça. Toute la cuisine romaine est faite comme ça. C'est une cuisine où en fait, je sais pas, il y a des films d'Alberto Sordi où il mange des pâtes avec des rigatoni, avec la paillette. La paillette, c'est des intestins de veau qu'on a tués et on a fait des genres de bonbons avec le lait que le veau venait de prendre avec le premier allaitement. Et on fait des sortes de bonbons qui se transforment dans un fromage qui est absolument délicieux, non? Et du coup, ils font des pâtes avec ça. Et ils font des pâtes avec le ragoût de queue de bœuf. Enfin, c'est une cuisine qui est bien au-delà du populaire et il y a même un kiff dans le fait de d'aller chercher du sublime et du goût dans le cul de choses. Enfin, c'est le plus au fond c'est le mieux c'est. Mais du coup, c'est hyper salé, c'est hyper poivré. C'est la carbonara, ça s'appelle comme ça parce que il y a tellement de poivre qu'on dirait du charbon. C'est hyper salé, c'est hyper calorique. La sauce en soi, c'est une hollandaise montée avec de la graisse de joue de porc. Et la joue de porc, c'est quand même un bout de. C'est du gras avec un petit bout de viande au milieu, mais qui après la salaison devient de la taille d'une ongle. Voilà, donc il y a pas beaucoup d'endroits à Paris ou en France où on peut manger la vraie carbonara, mais parce que la vraie carbonara, c'est un truc immonde. Enfin, la plupart des gens ont besoin de dormir, si on en mange 100 grammes, ont besoin de dormir 3 jours après, quoi, si on n'a pas l'habitude. Parce que aussi, il faut trouver les bons produits. Parce que finalement, la bonne carbonara, tu peux pas trouver partout du pecorino, du guanciale. Oui, sans doute. Finalement, des bons et en dehors de Paris et du microcosme. Non, ça, oui, ça c'est sûr. Voilà. Et on n'est pas non plus obligé. Enfin, on peut faire autre chose. Toi, t'es pas choqué, par exemple, par un. Alors, je suis sûre que Jill, par exemple, elle mettrait jamais de crème fraîche dans sa carbonara. Céline, je pense pas non plus. Mais toi, t'es pas choqué par si t'es invité à bouffer chez un Français de manger une carbonara avec de la crème fraîche, par exemple. C'est pas quelque chose qui va t'énerver. Au fait, faut enlever ce faux mythe. Moi, je suis absolument pas casse-couille quand les gens m'invitent à manger à la maison. D'ailleurs, les gens sont convaincus, mes amis sont convaincus que je suis insupportable. Donc, ils ont trouvé la solution, ils m'invitent pas. Mais alors, je suis absolument. Si les gens font ce qu'ils aiment et ce qui les passionne et ce qu'ils ont envie de faire et envie de manger eux-mêmes, moi, je suis content la plupart du temps. On est des êtres humains. Parce que tu es chef italien et que ça nous renvoie justement à ce truc où vous êtes au final les garants de la tradition. Et donc on a peur en vous invitant à manger Pardon. Oui. On a peur en vous invitant à manger qu'on ne respecte pas cette tradition importante en Italie et qu'on se permette des choses que vous ne tolérerez pas en fait. Oui. C'est un mythe, hein, en effet, mais ça existe. Oui, non, je comprends. Ben, en même temps, j'ai un papier sur 2 que j'écris par de ça, donc je comprends. Mais en même temps, voilà. Donc, moi, je suis assez cool. Voilà. Je ne suis pas le seul à être cool. Il y en a qui sont un peu moins cool que moi. Et justement, moi, je me demande, alors, je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, Céline Gilles, vous avez été confronté à ces choses-là. Moi, j'écrivais, par exemple, un article sur la cuisine niçoise. Et il y a un vrai truc. C'était compliqué. Hein. Ça, c'est compliqué. Je me suis dit, je vais me faire insulter et tout. Malheureusement, pas trop. J'étais un peu déçue. Et on t'a pas dit de te mettre la baguette. Non, on m'a pas dit ça. Enfin, c'était un peu. Mais j'étais étonnée des gens que j'interviewais, etc., qui me disaient à quel point ils étaient attachés justement à cette cuisine niçoise, qui est pas la cuisine provençale, etc. Et d'ailleurs, c'est une des cuisines. Il y a un groupe d'historiens qui essaye de la faire rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. J'étais étonnée à quel point ça provoque aussi des réactions très très violentes et voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu, j'imaginais un peu comme des supporters de foot qui se permettent, par exemple, en allant voir un match au stade, d'insulter l'autre équipe, parfois sur des spécificités de leur nationalité ou de leur région et tout, de se permettre un certain, comment dire,
chauvinisme ou régionalisme qui se permettrait pas forcément dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? De se permettre d'être aussi violent, quoi. Une sorte de fight club, quoi. Ouais. Un créneau de la vie qui nous autorise à s'engueuler. C'est ça, j'ai l'impression que la en bouffe, toute liberté. ça permet ces choses-là. Je n'avais jamais pensé dans ce terme. Ouais, c'est un peu un des fight clubs autorisés, quoi. Voilà. Parce que c'est aussi ce qui te renvoie à l'enfance, c'est ce que tu as toujours connu, et je pense que du coup, il y a ce poids sentimental que tu as beaucoup plus que sur l'équipe de foot, même si tu as peut-être grandi avec les matchs de foot, mais voilà. Ouais, le côté de défendre ton pays, ta région, je sais pas. C'est un lien, la cuisine comme le sport, c'est un lien un peu à ta région, à la terre de ta région, en fait. Ton équipe qui te représente, la cuisine qui te représente, ça part de là, à mon avis. Et c'est une bonne comparaison. Oui, mais finalement, je trouve que c'est intéressant de faire ce raisonnement sur la région et quelle est la structure identitaire de cette... Bon, évidemment, si on discute entre Français et Italiens, il y a des structures nationales, mais pas que. En même temps, dès qu'on commence à creuser, on se rend compte, toi tu viens de France du Sud, donc tu viens de la France de l'huile, et alors on commence déjà à avoir un terrain d'entente sur le côté cuisine à l'huile et pas au beurre et pas à la crème. Mais en même temps, moi je viens moitié d'Italie du Nord, moitié d'Italie du Sud, donc je viens aussi de l'Italie, mais j'ai grandi dans l'Italie du beurre, enfin dans l'Italie du Nord. Et du coup, voilà, donc après on commence à creuser. Mais quelle est je pense qu'on pourrait se demander quelle est l'entité minimale de cette identité. Et c'est la région, c'est le département, la ville, quelle est cette entité? Et finalement, c'est la famille. C'est la famille et c'est l'histoire personnelle de la personne. Souvent, la vraie recette, en fait, c'est la recette que tu cuisinais ta mère ou ta grand-mère. Oui, la personne qui cuisinait le mieux dans la famille. Après, ça peut être le papa, ça peut être le père, ça peut être le grand-père. Oui, ça il n'y a plus que les mamans. Il n'y a pas que les c'est mamans vrai. qui cuisinent. En plus, mon père cuisinait aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez du coup de mettre cette recette de vouloir mettre un type de cuisine au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens Il y a un côté protecteur, on l'a vu, après je reviens au vin, mais on l'a vu un peu enfermant, notamment pour les appellations, et qui pourrait être le cas pour la cuisine. À partir du moment où on range dans une catégorie, on est obligé de faire un cahier des charges, de lister, et ça peut être complètement enfermant. Après, c'est un hommage, et en même temps, c'est aussi ça peut avoir un côté un peu... un côté un peu arrêté. C'est-à-dire que cette cuisine, elle a été classée à un moment donné, donc en 2018, imaginons. Et c'est-à-dire que si on veut y ajouter des choses en 2020, ça ne fera pas partie de cette cuisine niçoise. Mais après, sinon, je pense qu'il y a aussi des choses qui se perdent au fur et à mesure, plein de spécialités locales dans différentes régions où on a perdu, du coup, je sais pas, l'habitude de faire telle ou telle pâtisserie et que justement, le fait peut-être d'inscrire au patrimoine, ça permet de garder une trace et que sinon, peut-être que d'ici 15-20 ans, toute la richesse gastronomique sera effacée et peut-être que tous ces particularismes seront... Non, c'est vrai. Et puis ça donne une certaine notoriété en plus, donc ça permet peut-être de relancer la machine. Et ça peut pas être un peu inhibant pour un chef, par exemple, pour lui créer, j'imagine, ses nouvelles recettes. Toi, Tommaso, t'es comment avec les recettes? C'est-à-dire que tu t'inspires de bouquins de recettes, tu notes tes recettes, t'inventes des recettes? Ouais, je lis beaucoup. Merci, Céline nous resserre de vin, pardon. Je lis beaucoup de... Là, c'est fini la dégustation, là, on boit un coup, non? Ok. Moi, je bois un coup depuis tout à l'heure, j'ai fini mon verre. Depuis que t'as dit la région. Et donc... voilà, donc avec le deuxième verre de vin, j'ai perdu la question. Mais écoute, j'ai complètement oublié laquelle c'était. Non, je te disais, toi, comment t'es avec tes recettes? Alors, déjà en cuisine professionnelle, au restaurant, à part dans les grands étoilés qui m'ennuient profondément, qui sont des lieux qui m'ennuient profondément. Tu as travaillé? Rien qu'à l'idée. Non, j'ai fait quelques estrades de temps en temps, mais... j'y ai jamais spécialement cherché. Et j'ai envie de servir et de travailler pour des gens qui me ressemblent dans la mesure du possible. Donc voilà, je préfère les voir, je préfère qu'ils me voient et qu'il y ait un rapport entre des êtres humains et pas un rapport entre patron et domestique. Ça m'intéresse pas. T'aimes pas les étoiles. Et non, en plus, particulièrement en France, c'est un business particulier. Enfin, c'est un business qui a une. Enfin, on n'ouvre pas un restaurant, on ouvre un étoilé.
Là, on fera une nouvelle émission sur pourquoi faut-il brûler les étoilés. Voilà. Et donc, je finis parce que je brode sur autre chose. Et donc, on n'a pas vraiment de recette au restaurant parce que les ingrédients changent tous les jours et un carré de cochon n'est jamais pareil. Donc, ça sert à rien d'avoir un temps de cuisson. Une tomate n'est absolument jamais pareil. Donc, voilà. Il n'y a que des recettes pour les desserts, parce que bon, là, il faut être précis. On a du mal à faire autrement. Et tout ça, tu les notes ensuite? Tu as ton propre cahier de recettes? Oui, c'est d'ailleurs je note pas vraiment les recettes, je note les associations des choses et les idées des choses que j'ai mis ensemble. C'est un peu de ça que naît le bouquin. En fait, j'ai mon cahier où je note tous les menus de tous les jours, qui changent 2 fois par jour, le midi et le soir. Et puis, je note aussi les petites idées et les trucs, les choses que j'ai envie de faire à l'avenir. Et je note les histoires qui me viennent à l'esprit liées aux recettes. Et je note aussi les trucs que je mange moi, qui la plupart du temps sont différents. C'est-à-dire des magnums au petit déjeuner ou tu disais que les chefs mangeaient mal. Je me censure quand même parce qu'il y a ce vieux principe de l'estime. Quand on écrit pour soi-même, on n'écrit jamais vraiment pour soi-même. On s'attend toujours à quelqu'un nous lise un jour quand on sera mort. Donc... ça a marché en tout cas, dans ton cas. Tu as même été publié, donc bravo. Oui, c'est pas encore mort. T'es pas encore mort. Je vais quand même devoir rentrer en vélo. Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, parce que je me dis là, on parlait du coup des recettes, parfois on parle de la recette originelle, mais en fait, les recettes, elles ont toujours évolué au fil du temps, ne serait-ce que aussi parce qu'au cours des siècles, il y a des aliments qui sont arrivés qu'on n'avait pas. Je pense, j'ai écouté une émission et il parlait de la cuisine provençale, en fait, qui existait déjà, mais avant l'arrivée de la tomate. C'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à voir avec ce qu'est la cuisine provençale maintenant. Et est-ce que toi, tu as l'impression que les cuisiniers aujourd'hui inventent encore des recettes? Est-ce que, par exemple, tu peux te dire, je sais pas, tu crées un truc et tu te dis, ah, ça, c'est le nouveau bourguignon, ou j'en sais rien. Enfin, un plat qui... Je sais pas, je me pose cette question de comment un plat rentre après dans... Un plat que tu aurais créé rentre dans la culture populaire. Ça serait je pense qu'il y a beaucoup le mythe dans la grande cuisine, dans la cuisine des grands restaurants, des 50 Best, et des grands chefs, des gens qu'on a l'habitude de considérer des grands chefs. Il y a encore beaucoup le mythe de l'originalité, qui est un grand mythe du XXe siècle. Ça vient de Baudelaire. On doit être original à tout prix, on doit être moderne à tout prix, et on doit toujours faire du nouveau. Je pense qu'en cuisine, d'autant plus que c'est un art, si c'est un art, j'en sais rien, c'est un artisanat particulièrement conservateur. Et là, les choses qu'on devrait pouvoir inventer, c'est pas le nouveau à tout prix, mais c'est plutôt il faudrait que, pour moi, un chef d'aujourd'hui devrait avoir comme but d'inventer quelque chose qui est comme le bœuf au bourguignon, quelque chose qui est comme les pâtes carbonara. Donc il y a la responsabilité aussi du chef, quoi. Tu as une responsabilité quand tu es chef. Quelque chose qui fonctionne comme pour tout le monde, qui peut être reproduit par tout le monde, qui peut être très difficile, très long ou très court à faire, mais qui correspond à tout le monde. Et parfois, il y en a qui arrivent. Et toi, tu as réussi déjà dans ta carrière de chef ? Je pense pas, mais... Mais tu es encore très jeune. Je suis jeune, ouais. Et justement, tu disais, donc tous les matins, tu crées tes plats, et puis vient le moment où tu dois écrire tes plats à la carte. Et il y avait un exemple qui était assez drôle, c'est celui de la bagna cauda. La bagna cauda. Cauda, je prononce mieux que moi. Et tu disais qu'en fonction de comment tu avais nommé ce plat, les gens l'achetaient plus ou moins... le repérer plus ou moins sur la carte. Oui, tout à fait. Justement, j'ai un serveur qui généralement essaye de réduire mes envies de mettre des mots en italien dans la carte, ce qui est tout à fait raisonnable, parce que les gens ne comprendraient absolument rien. Et du coup, je lui explique, bagna cauda, c'est une sorte de sauce très onctueuse, faite avec une montagne d'ail confit pendant 2 heures, de l'huile d'olive et de son choix, en gros. Et qui se nappe, se mange comme une fondue. Avec plein de légumes cuits et crus. Et du coup, moi, j'avais ça comme entrée avec tous ces petits légumes très colorés. J'étais très content de ce truc très, très végétal. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mon serveur, le premier jour, l'appelle petit potager des légumes et avec sa sauce à l'ail confit. On en a vendu une parce que j'ai obligé un client à la prendre qui vient tous les jours et qui a adoré. Mais bon, j'en ai vendu une. Donc, la fois d'après, je la remets parce que j'insiste. Et on dit, bon, quand même, il y a de l'ail, il y a des légumes. Bon, allez, aioli, légumes. Il y a plusieurs légumes et l'aioli. Donc, on va l'appeler aioli des légumes à la piémontaise. Qui t'a engueulé. Aioli à la piémontaise et légumes de saison. Super. On le met, on en vend une douzaine.
parce que bon, quand même, l'aioli, c'est une forme, donc ça parle. Et les gens ont bien aimé, mais la plupart des gens ont dit, oui, non, c'est très bon, mais c'est pas un aioli. Voilà. Donc, bim. Troisième fois, je m'impose, je dis, on met bagna cauda, qui veut dire bain chaud en soi, donc en dialecte piémontais, et légumes de saison. On en a vendu 18, et les gens demandaient ce que c'était, ils étaient curieux, on expliquait que c'était une sorte blablabla, et du coup, il y avait un vrai exotisme. Mais ça, parce que j'ai imposé ça, mais sur le reste de la carte, j'ai mis des choses absolument transparentes. Du coup, il n'y avait qu'une question à poser ce jour-là. Et donc, tu as aussi le rôle... Ça, c'est à chaque fois une demi-heure en plus pour réfléchir à toutes ces choses. Tous ces enchaînements de conditions. Mais ça veut dire que tu as aussi une responsabilité en tant peut-être que chef italien à Paris. Tu vas peut-être me dire pas du tout. Je ne suis pas non plus ambassadeur. Voilà. Non, mais quand même, c'est d'expliquer ce que c'est. Enfin, parce que je me posais la question en disant on s'en fout, les carbonara, blablabla. Mais après, est-ce que par exemple, ça peut être, quand je disais de l'appropriation culturelle, ça peut être agaçant pour j'en sais rien, un chef italien. Il y avait cet exemple du chef napolitain à qui on demandait une pizza à l'ananas. C'est une vidéo qui a tourné sur Internet, etc. Est-ce que c'est légitimement énervant que des gens viennent d'une autre culture et te disent « je veux ce plat-là comme ça ». Cette question était un peu alambiquée, mais... Non, j'ai compris. Non, déjà, je suis pas un majordome. J'ai fait un métier de service, je fais à manger pour des gens, mais je le fais. Après, les gens peuvent avoir des intolérances et des allergies. Après, il y a des gens qui choisissent d'être intolérants. Donc là, non. Des gens qui te disent je suis allergique à tel truc parce qu'ils veulent pas en manger. Déjà, il y a des choses auxquelles on peut être allergique et il y a des choses auxquelles on peut pas être allergique. Donc c'est pas le jeu d'une opinion. Donc on est une nouvelle génération de cuisiniers, on commence à être cultivés, à savoir lire des choses et à savoir apprendre comment ça fonctionne. On est très attentif quand on fait nos formations d'hygiène et blablabla. Et donc, il y a des cartes des allergènes, donc les autres choses ne sont pas des allergènes. Si quelqu'un a une demande particulière, on veut bien être à disposition, mais il faut comprendre qu'on est dans une mesure de faveur. On n'est pas là pour faire pour être à la merci de toutes sortes de désirs et de caprices. Voilà. Et moi, je en il y a des règles. Ouais. Il y a des règles. C'était le coup de gueule du cuisinier. Voilà. Mais en parlant justement des recettes qui devraient ressembler à certaines recettes, voilà, il y a aussi cette chose-là qui se passe avec les légumes. Alors, Jill, elle nous a ramené plein de tomates. Là, t'as plein de tomates devant toi, Jill. Et tu me racontais... je fais un petit point sur Jill, qui est journaliste et qui... moi, je la prenais vraiment pour la journaliste parisienne, etc. Et puis, elle a interviewé... J'ai plus les doigts manucurés maintenant. Voilà, elle a plus les doigts manucurés parce qu'elle a rencontré un beau fermier, Norbert, de la ferme au vert. Et maintenant, Jill, t'habites la majorité du temps dans une ferme en Normandie. Et donc, tu mets les mains dans la terre. Et voilà, tu sais du coup de quoi tu parles. Et tu me racontais que tu étais au marché une fois, que tu as une dame qui est venue te voir et qui t'a dit j'aimerais des tomates. Voilà. Et toi, tu lui dis il y en a devant moi. Et elle a dit non, ça, c'est pas des tomates. Les tomates, je sais très bien comment c'est. C'est des petites tomates rouges, lisses, etc. Ouais. Et en fait, c'est une dame qui, pour elle, les vraies tomates, c'est des tomates calibrées. C'est la tomate grappe qu'on trouve au supermarché. Ou chez les conventionnels. Et donc, justement, tu nous as ramené là des tomates qui sont pas du tout calibrées et tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, comment ça pousse, les tomates. Est-ce qu'on peut les décrire? Elles sont magnifiques. Ouais. Donc, j'ai ramené plein de variétés. Là, par exemple, vous avez une tomate dite ananas. Donc, ananas, c'est un type. Et justement, donc c'est l'occasion de rappeler que les tomates anciennes sont pas toutes bonnes et qu'aujourd'hui, les consommateurs sont persuadés qu'en achetant une tomate ancienne, ils achètent un produit de qualité. Mais il faut savoir que, par exemple, Savéol, qui est un très très grand industriel dans l'industrie maraîchère, a ses propres variétés de tomates ananas, ses propres variétés de tomates green, ses propres variétés de noix de Crimée. Donc pour le coup, voilà, il faut pas se faire avoir sur le marketing et on en voit de plus en plus des jolies tomates anciennes qui ont l'air toutes très très appétissantes. Mais une fois qu'on croque dedans, c'est juste aqueux et ça donne rien du tout. Ce qu'on essaie de rappeler au marché, parce que dès le mois d'avril, tout le monde vient nous dire « Est-ce que vous avez des tomates ?» Non, pas du tout, pas encore, alors que le conventionnel, on a déjà depuis un mois. Donc c'est d'expliquer aux gens que déjà, la tomate, ça commence pas avant mi-juin, et encore, c'est dans certaines régions de France. Nous, on a quelques stratagèmes pour gagner un petit peu en précocité. Donc, les nôtres poussent dans des serres.
ce qui permet du coup d'avoir les premières mi-juin et surtout d'allonger un petit peu la saison. Donc d'avoir des tomates jusqu'en octobre, voire novembre, voire même parfois à Noël. Parce que du coup, il faut savoir que en fait, limite, la tomate, c'est plus un fruit de fin d'été, début d'automne, qu'un fruit de printemps et été. Et voilà. Et qu'après, sinon, pareil, quand je parle de serre, je tiens juste à préciser qu'on parle bien là de serre non chauffée, qui du coup n'est pas gourmande en énergie et qui ne demande absolument rien. Il faut savoir du coup qu'aujourd'hui, il y a à peu près, du coup je me suis renseignée, je pensais pas que c'était aussi alarmant, 70% des tomates qui sont produites en France sont produites sous serre chauffée, hors sol. Donc c'est-à-dire un fruit hors sol, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais en contact de la terre. Et comment tu reconnais quand tu es une personne lambda qui travaille pas à la ferme, qui se connaît pas en tomates, comment tu reconnais une tomate hors sol ? Déjà en allant au supermarché, en ayant des fruits calibrés, il y a quand même 90% de chances qu'ils sortent, que ça soit une culture hors sol. Le prix est un bon indicateur, même s'il faut pas se faire avoir, justement, sur les tomates anciennes, ça permet aux gros producteurs maraîchers de nous vendre des produits plus chers. Mais quand vous allez au supermarché, que vous avez une tomate à 1,80 €, ça ne peut pas être une culture pleine terre. La tomate, ça demande beaucoup de travail, comme tous les légumes maraîchers. Je vais essayer de faire rapide et pas être dans un grand cours de jardinage, mais juste la tomate, donc on sème. Je parle du coup, nous, à la ferme, je précise, on travaille en permaculture et en bio, donc c'est un petit peu particulier, on pousse vraiment jusqu'au bout les choses. Donc en fait, à la fin du mois de février, on va semer les graines. Donc nous, en l'occurrence, on a 50 variétés de tomates différentes. Donc on va semer tout ça sur des plaques de terreau. On va attendre quelques semaines, on va arroser 2 fois par jour, venir guetter, les regarder chaque jour, attendre que la germination passe. Et quand elles font 5 cm, donc on les sort de cette plaque de terreau et on va les rempoter, donc une par une, dans des petits godets. Donc ça veut dire, par exemple, rempoter genre 5000 tomates à la main. En l'occurrence, cette année, on a planté, donc pas on a semé, on a planté 1200 tomates. Donc il faut savoir qu'on perd souvent, toutes les tomates vont pas, toutes les graines ne vont pas germer, donc on perd à peu près 30% de toute façon. Donc on a au moins semé 2000 graines, voire plus, pour in fine avoir 1200 plants. Et ensuite, donc une fois qu'on a replanté ces petits godets, on attend qu'ils passent de 5 à 30 cm. Et une fois qu'ils font 30 cm, on va pouvoir les planter en pleine terre, sous serre. Certaines personnes les font plein champ. Du coup, quand on appelle plein champ, c'est qu'il n'y a absolument rien au-dessus de leur tête, à part le soleil et les intempéries. Et voilà. Et du coup, au marché, toi, tu as aussi le rôle d'être hyper conseillère, d'expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là et pourquoi elles ne ressemblent pas à des tomates de supermarché et tout. Ça fait aussi partie du service après-vente quand tu es maraîcher, quoi. Quand on est maraîcher et qu'en plus on décide de faire des variétés qui ne sont pas dites classiques, comme juste la tomate grappe, ou de pas juste se contenter d'avoir 4 variétés, de la green, de l'ananas et de la noire de Crimée, ce que tout le monde veut aujourd'hui parce que c'est devenu hyper tendance. Il y a la mode aussi dans les tomates. Ouais, il y a de la mode dans tous les légumes. Et oui, il faut vraiment, ça prend du temps parce qu'il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer aussi la typicité de chaque tomate. Chacune va avoir une jutosité, un goût très très différent. Et si jamais on a vraiment envie de manger des tomates toute l'année, est-ce que c'est possible ? Faut pas les acheter toute l'année parce que il y a forcément, si vous allez acheter des tomates en janvier, elles seront forcément sous serre chauffée et c'est un petit peu dommage. Ce qu'il faut faire, c'est du coup, c'est profiter de la pleine saison pour penser à faire ses bocaux, ses conserves de tomates. Si on habite dans un 10 mètres carrés à Paris, on achète beaucoup de tomates à son maraîcher et on transforme. Alors, avant d'être à la ferme, je faisais déjà les transfos. En vrai, de faire une sauce tomate ou un coulis, ça prend pas beaucoup de temps. Après, on trouve aussi des produits d'excellente qualité en supermarché et vaut mieux acheter une boîte de conserve de tomates en décembre, en janvier, que d'aller acheter des tomates fraîches. Et dans ces cas-là, on trouve des conserves. Il y a une petite épicerie parisienne à Paris qui s'appelle Le Zingam, qui propose des super conserves de tomates. Mais après, sinon, vous trouverez des produits d'excellente qualité dans n'importe quel supermarché bio. Et je précise bio parce que je suis pas forcément pour les labels et c'est très, très, très critiqué aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose que c'est garanti. C'est garanti que c'est sans engrais ni pesticides de synthèse. Et ça, c'est quand même important si on veut pas juste s'empoisonner. Donc, il faut mieux acheter des conserves de tomates et des tomates pelées, etc., que d'acheter des tomates en plein hiver. Ouais. Et à ce sujet, il y a un super bouquin de Jean-Baptiste Mallet, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie ». Et donc, c'est juste un mec qui a enquêté 3 ans sur le concentré de tomates et c'est passionnant parce qu'il passe par la Chine, l'Italie, l'Afrique et c'est vraiment la géopolitique
dans la conserve de tomates. Et là, je crois qu'on a été très très long, donc je vais vous demander à chacun un petit conseil, et puis bon, au pire, on le coupera. Un petit conseil de lecture, de choses à boire, de restaurant, voilà. Sentez-vous libre. Céline, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Lecture de vin, forcément. Ce serait la prochaine BD de Fleur Godard et Justine Saint-Lô, qui sortira le 5 septembre. Fleur Godard est une agent de vin. Justine Saint-Lô croque magnifiquement bien les vignerons. Elles ont déjà fait un tome 1 sur le travail dans la vigne de ces vignerons. Et là, elles passent dans les chais pour voir comment ces vignerons, nature toujours, travaillent. Et c'est probablement très, très, très instructif. Super, merci. Tommaso? Moi, j'aurais envie de conseiller un documentaire, c'est sur Netflix, malheureusement, il faut faire du dropping. Il faut piquer les codes, si on peut pas s'abonner. On peut piquer les codes d'ailleurs. Et qui s'appelle Ugly Delicious, qui est censé être le contraire du food porn, et qui a été fait par Dave Chang, qui est un grand chef. C'est un chef qui, avec son ami critique gastronomique, a fait Lucky Peach, qui a été peut-être le plus beau magazine de bouffe qui ait jamais existé depuis 30 ans, qui a ensuite fermé. Et bon, lui, il a 5 restaurants aux États-Unis, il en avait marre. Au moment donné, il était en crise, et du coup, il a décidé de partir avec cet ami à faire ce documentaire sur les choses moches mais bonnes. Et il y a 2 ou 3 épisodes plutôt pas mal, genre un où ils vont à un Noma avec René Redzepi, le chef du Noma, et c'est l'épisode sur la cuisine familiale, et du coup ils vont à un Noma, mais ils vont pas dîner au Noma, ils vont dîner chez lui, et c'est sa femme qui cuisine. Ah, ça c'est encore ça, c'est le vrai snobisme en fait. Et toi, Jill? J'aimerais bien parler d'un livre qui n'est pas sorti forcément récemment, qui s'appelle Caucasis. Je précise qu'il n'est pas traduit en français, donc il va falloir s'y mettre. Encore le snobisme, ça c'est vraiment fan d'émission. Et qui a été écrit par Olia Hercules. Voilà, c'est ça. Qui a été écrit par Olia Hercules, qui est une chef ukrainienne. Et donc Caucasis, c'est son 2e ouvrage. Et après un premier ouvrage sur la cuisine ukrainienne, là du coup, ça traite plutôt de la cuisine du Caucase, qui est une cuisine qui est particulièrement méconnue, en tout cas en France. Et du coup, là, elle s'attache donc à toutes les traditions. Elle a été questionnée plein de grands-mères. Elle a été dans plein de familles différentes pour récolter toutes ces recettes. Et du coup, elle nous donne plein de recettes sur la cuisine géorgienne, sur la cuisine de l'Azerbaïdjan. Donc il y a plein de choses. Et il y a justement énormément de conserves. Donc il y a pas mal de conserves justement autour des tomates. Eh ben, parfait. Caucasis. Alors. En anglais? Il est que en anglais. Oui, il n'est pas en ukrainien. Je me suis posé la question. Là, j'aurais été tellement snob. Bon, alors je vous ai rapporté mon livre en ukrainien. Et pour terminer, Tommaso, il y a une très belle partie dans ton bouquin, qui est d'ailleurs presque à la toute fin du bouquin, et je trouvais que ça concluait bien notre thème de l'émission, qui était « Existe-t-il des vraies recettes ?» au cas où vous l'aurez oublié dans toutes ces méandres de paroles. Et j'aimerais que tu le lises. Je te l'ai encadré. Ouais. Je pense que c'est un peu ça que devraient faire, ou essayer de faire, les cuisiniers et les chefs d'aujourd'hui. On doit inventer des traditions imaginaires. Inventer des peuples bordéliques qui sauront reconnaître dans nos plats la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. On doit devenir les meilleures grandes-mères de l'histoire. Si on y arrive, on pourra vraiment vous nourrir comme il faut. Voilà, ça m'a donné des frissons. Et du coup, c'est dans Spaghetti Wars, donc ton bouquin, qui sort aux éditions Nourri Turfu le 15 septembre. 14 septembre, encore mieux. Alors, je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge, sur la page Facebook de Casserole et sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram, zazimiamiam. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous ces réseaux, et même si vous adorez mettre de la crème fraîche dans vos carbos, on n'est pas sectaire dans Casserole. Je vous dis à dans 15 jours, et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.